Bienvenue dans Mosaïque Salsa, le podcast qui t'emmène au cœur de la salsa en explorant sa danse, sa musique, son histoire et sa culture. Dans ce nouvel épisode, c'est avec Timothée que je discute autour du mambo et de ses multiples facettes. On s'est retrouvés dans un café à Paris, dans le quartier du Sully, et j'étais ravie de partager cette discussion avec lui. Bonjour Timothée. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter avant qu'on commence ? Ouais, je peux commencer par dire que je suis professeur, chorégraphe de salsa mambo. Ça fait environ une dizaine d'années que je danse. J'ai commencé un petit peu par hasard à l'université, quand j'étudiais à l'époque. Et puis, de fil en aiguille, je me suis passionné vraiment pour la danse. J'ai commencé à prendre des cours. Je me suis formé chez Moise, en partie. J'ai aussi pris évidemment pas mal de cours avec différents professeurs à l'international. Et dernièrement, on peut dire finalisé, ça n'a jamais vraiment finalisé sa formation au Mexique, où je suis parti pendant 1 an. Et là-bas, j'ai vraiment eu encore de nouvelles révélations par rapport à la danse, qui m'a permis justement de revenir avec un bagage beaucoup plus important et surtout de pouvoir fonder les Mambo All Stars, donc qui est ma team actuelle 100% mec, et aussi d'écrire ce livre dont je t'ai parlé, La Bible du Salsero, qui vient de sortir et qui est vraiment mon petit bébé là actuellement. On peut retrouver sur Amazon et qu'on peut retrouver aussi dans les soirées, puisque j'aurai différents points de vente. Et d'ailleurs, voilà, la première c'est ce soir au Sullivan. Voilà, je crois que c'est pas mal pour me définir. Ouais, ça me semble bien. Ok. Tu as commencé à parler de mambo dans ta description. Exactement. C'est quoi le mambo ? C'est la grande question. Le mambo, c'est la grande question. Alors, le mambo, en fait, le problème, c'est qu'il a plusieurs identités. C'est un terme un peu générique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit mambo. On l'utilise un peu partout. Et moi, je me suis toujours demandé, mais c'est quoi l'essence ? D'où ça vient ? Voilà, j'ai vraiment travaillé ce sujet-là. Je suis allé chercher les documents. Et il faut vraiment distinguer le mambo d'un point de vue, on va dire, rythmique, c'est-à-dire mambo en tant que rythme. Il y a le mambo en tant que genre musical. Il y a le mambo en tant que partie de la musique. Tu sais, dans une musique, tu as différentes parties. L'introduction, le refrain, le couplet, on appelle ça verso, montuno, la descarga. Et puis, on a aussi une partie mambo. Donc ça, c'est encore autre chose. Il y a aussi le mambo en tant que danse. Voilà. Et il y a le mambo en tant que étymologie, d'où vient le mot. Donc, en fait, déjà, quand on parle de mambo, il faut définir de quoi on parle. On parle du genre musical, du rythme, de la partie de la musique, de la danse. Et c'est de là que commence en fait l'espèce de flou artistique. Exactement. C'est de là que commence en fait cette confusion générale qui fait que on mélange tout, mais c'est normal parce qu'on n'a pas accès vraiment aux informations. Et si on va avoir accès aux informations, il faut creuser vachement le sujet. Et moi, j'ai travaillé plus d'1 an là-dessus. Et voilà. Mais on pourrait partir, moi je dirais, si on voudrait le définir, on pourrait partir de l'étymologie, d'où ça vient, c'est-à-dire le mot, d'où il vient. Et en fait, c'est un mot africain à la base, qui vient des Bantous. Donc les Bantous, c'est un peuple d'Afrique qui descend de l'Empire Congo, donc qui s'étendait du Cameroun, Congo, jusqu'à une partie de l'Afrique du Sud, dont la population a été rendue esclave et importée à Cuba. Et donc ce qui s'est passé, c'est que d'ailleurs c'est une source qu'on a du célèbre musicien Arsenio Rodriguez, qui est l'un des pionniers du son cubain, qui est l'ancêtre justement du mambo. On a une interview qui date de 1952, où il raconte un peu d'où vient le mambo. Et il dit que ça vient d'une conversation entre 2 esclaves bantous, justement. Et dans cette conversation, il y en a un qui aurait rétorqué à l'autre une phrase. Donc, je suis allé chercher la phrase grâce à un professeur cubain que j'ai rencontré au Mexique, qui est Ivan Valdespino, qui est très connu. C'est notamment le professeur de Michael Font, c'était un de ses professeurs. D'accord. Et donc, j'ai la phrase et la traduction en espagnol que je vais essayer de traduire en français. Donc, la phrase en dialogue bantou, alors je suis pas du tout là-dedans, mais ça donne « Abrekuto aguiri mambo ». Donc, ça vient dans une phrase générale. Et en fait, en espagnol, donc elle est traduite comme « Abre tu oído », donc « Ouvre tes oreilles ». Y escucha lo que traigo, et écoute ce que j'ai à te proposer, ce que je porte en moi. Voilà. Donc en fait, le mambo, dans son étymologie, c'est une invitation à l'écoute, au partage, à la conversation. Et on retrouve d'ailleurs aussi cette étymologie, parce que souvent on dit que le mambo voudrait dire aussi, dans le langage bantou, une conversation avec les dieux. Voilà, donc c'est hyper intéressant parce qu'au final... C'est un système d'échange, vraiment de lien, quoi. Exactement. Au final, le mambo, c'est une sorte de dialogue. Et au final, si on en revient à la danse, on se rend compte, le mambo, c'est un dialogue. C'est cohérent. Ouf. C'est cohérent, ouais. Et c'est assez étonnant parce que
bon, c'est passé dans la moulinette historique de plein d'événements, mais au final, l'essence du mot, dans son étymologie, c'est partager avec quelqu'un, c'est inviter quelqu'un à partager avec moi quelque chose. Donc ça peut être une danse, une musique, etc. Donc ça, c'est vraiment la définition dans son essence. Après, il faut définir de quoi on parle, parce que ça peut vouloir dire autre chose. Si on parle du rythme, là, c'est vraiment, pour les musiciens, c'est un rythme identifiable. Voilà. Si on parle du genre musical, pour le coup, c'est la rencontre, encore une fois, un peu le dialogue. On retrouve d'ailleurs cette idée de conversation entre le jazz, donc qui a émergé aux États-Unis, et puis les percussions afro-cubaines, les rythmes afro-cubains. Et cette rencontre-là, ce dialogue, a donné le mambo en tant que genre musical. C'est des musiciens de jazz, ils se sont regroupés en fait, et dans leur construction, en fait, il y a un échange dans cette musique et c'est ce qu'on qualifie comme mambo, c'est ça ? Exactement. Le mambo, j'ai envie de dire, le choc entre, d'un côté, les cuivres du jazz, donc trompette, trombone, saxophone, et puis de l'autre côté, les percussions afro-cubaines, donc la conga, le bongo, mais aussi la clavé, qui est un instrument percussif, puis évidemment tous les autres instruments aussi qui sont dans l'orchestre typique. Et oui, c'est une rencontre, et ça a été permis grâce à certains musiciens. À l'époque, au début des années 40, on a 2 musiciens, donc on a Mario Bauza et Machito, voilà, qui à l'époque, dans les années 40, ont fondé un groupe qui s'appelait les Afro-Cubans, qui était à l'origine en fait d'un nouveau style qu'on a appelé d'abord, avant de l'appeler le mambo, on l'a appelé l'Afro-Cuban Jazz. C'est intéressant parce qu'il y a jazz et il y a Afro-Cuban. Et il y a un titre qui est emblématique, qu'on pourrait d'ailleurs écouter. Là, c'est Tanga. Qui est considéré comme le premier morceau d'Afro-Cuban Jazz et qui est vraiment le précurseur de ce qu'on appellera après, dans les fin des années 40, les années 50, vraiment le mambo. Donc c'est grâce à certaines personnes à New York, parce que évidemment à Cuba aussi il y a des antécédents, mais c'est très complexe. Voilà, pour tous ces détails, bon, j'invite plutôt à lire le livre où je détaille tout, mais là c'est un peu global comme explication, mais en tout cas aux États-Unis il y a eu ces figures-là très importantes, et puis avant à Cuba évidemment il y avait Arsenio Rodriguez, il y a eu Israel Lopez Cachao qui a aussi beaucoup donné pour que le mambo se fasse connaître. Voilà. Mais si on veut, il y a eu une scission vraiment entre Cuba et les États-Unis qui est liée à la politique aussi, avec l'embargo et tout ça. Il y a eu vraiment, à partir des années 50, une séparation par rapport aux origines cubaines. J'allais te demander justement de resituer un peu en termes de date ce premier morceau là dont tu parlais. Ouais, alors c'est début des années 40, si je ne me trompe pas, c'est 43, Tanga. D'accord. Faudrait vérifier, mais il y a tellement de dates. En tout cas dans les années 40. Voilà, c'est début des années 40. Mais il faut savoir qu'il y a des antécédents à Cuba, notamment chez Israel Cachao Lopez, avec le tout premier morceau qui est mambo, il s'appelle Mambo. Et ça, c'est fin des années 30. Et ce morceau-là, donc c'est Arcaño y sus Maravillas, qui était l'orchestre d'Israel Cachao Lopez. Et ce morceau est considéré comme le premier morceau mambo. D'ailleurs, il s'appelle Mambo. Voilà. Et après, ça a été repris aux États-Unis. Le mot a été un peu volé en quelque sorte. Et puis, on a commencé aussi à l'interpréter à l'américaine. Et donc, le mambo, c'est devenu autre chose aux États-Unis. En termes de danse, notamment, il y a vraiment une grande séparation entre le mambo cubain et le mambo new-yorkais. C'est pour ça qu'il y a une énorme confusion, parce que souvent, on mélange un peu les deux. Mais en réalité, mambo cubain et mambo new-yorkais, ça n'a rien à voir. C'est quoi alors la principale différence ? La principale différence, c'est que le mambo cubain, il se danse sur les temps forts. 1, 3, 5, 7. En gros, le mambo cubain, à l'origine, il n'y a pas du tout de 2. Il n'y a pas de on-two. Cette histoire de on-two, c'est vraiment les États-Unis qui l'ont amené dans un second temps. À la base, le mambo, il se danse vraiment sur les temps forts de la musique. Et c'est une danse qui est très chorégraphiée, qui est destinée au cabaret, pour le divertissement, pour les élites, qui étaient dansées évidemment par des Noirs, pour les Blancs. Et donc, c'était une danse qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui la salsa on-two, le mambo on-two, etc. Rien à voir. Les États-Unis, pour ce qu'on appelle le mambo, eux, ils se sont plutôt inspirés du son. Et le son se danse sur le contretemps, justement, sur le 2. Donc, contretemps, c'est le temps numéro 2, 4, 6 et 8. Et en fait, les États-Unis, ils ont pris plutôt ce modèle du son qu'ils ont calqué sur le mot mambo. Et c'est pour ça que c'est très complexe. Et donc, du coup, à partir de ça, ils ont créé leur propre mambo
qui a été volé en réalité, mais qui n'a rien à voir avec le mambo cubain. Et c'est de là que naît la confusion. Et quand les Cubains disent mambo, ils ont pas la même référence que quand nous on est sur le dance floor et on dit vas-y on danse le mambo. Non, ça n'a rien à voir. Et c'est ça qui est très compliqué. Et ce que j'essaye d'expliquer, d'analyser dans le livre, vraiment dans les détails. Quand les Cubains disent mambo, c'est vrai que nous on est perdus. On les voit, ils font les pas sur le temps fort. Et pour nous ça correspond pas parce que et surtout en France, dans la culture française, mambo est vraiment associé à la salsa portoricaine, aux deux, etc. Et donc on se perd vachement. Mais ça on peut le retracer historiquement. C'est vraiment le son. Aux États-Unis en fait, c'est le son à l'époque qui a explosé avec. J'ai vu d'ailleurs qu'il y a eu un épisode sur El Manicero. C'est vraiment le morceau qui a propulsé le son aux États-Unis. Dans les années 40. Ouais, voilà, exactement. Avec Virginie. Exactement. Et ce morceau, il a été très important parce que le son est devenu la référence aux États-Unis. Et donc le mambo, dans sa forme cubaine, il a été totalement délaissé. On l'a laissé à Cuba. Et on s'est dit, par contre, on aime bien le mot. Donc on va prendre ce mot-là et puis on va créer une danse un peu hybride, mélangée avec le ballroom, tradition américaine du ballroom et des danses de salon. Et en même temps, on va garder quand même ce son qui est hyper intéressant, que ce soit musicalement, mais même dans la danse, parce que les Américains, ils découvraient les danseurs de son à Cuba et ils étaient vraiment fascinés par ça, parce que c'est une manière de danser qu'on connaissait pas forcément aux États-Unis, très africaine aussi, les racines très africaines, et donc ils ont pris ça. Et puis petit à petit, avec le fameux Palladium, tout ça c'est vraiment concrétisé à l'intérieur du Palladium, qui était une boîte de nuit, tout simplement, où on venait danser le mambo à l'américaine. Et donc le mambo à l'américaine, c'était du son, mais en ligne. C'est du son qui était adapté aux danses de salon, finalement. Et donc on a totalement changé la structure originale pour faire un produit 100% américain, mais qui garde quand même son essence africaine. C'est souvent une évolution qu'on observe dans tout ce qui est artistique. En fait, c'est tout ce qui est les influences, les inspirations. Finalement, qu'est-ce qui est originel, qu'est-ce qui se perd et qu'est-ce qu'on doit à la tradition ou pas? Ouais, avec le jazz, il s'est passé un peu la même chose. C'est ça. Tout à fait. C'est passé la même chose, mais la différence, c'est que je pense que Cuba a été, et on le dit pas assez, a été vraiment volé. Ce qui veut pas dire que les Américains n'ont pas réussi à faire quelque chose d'intéressant. Ils ont fait un produit qui est magnifique, mais il faut pas oublier que c'est né quand même d'un vol de propriété intellectuelle quasiment, que ce soit sur le mot, que ce soit sur le style musical, même s'ils ont fait leur propre style. Ils ont quand même pris la base, quoi. Puis on peut leur donner sur la danse, on peut leur donner un peu plus de crédit puisqu'ils ont vraiment fait leur produit. Mais sinon, quand même, c'est quand même incroyable de se dire que Cuba était tellement riche, et encore riche d'ailleurs. Et c'est triste parce qu'aujourd'hui, Cuba est dans la misère totale. Comment une petite île peut être si concentrée en innovation, en richesse musicale, culturelle, de danse, c'est incroyable. Et c'est vrai que les États-Unis, ils ont vachement surfé là-dessus pour pouvoir s'approprier tout ça. Ils ont en quelque sorte quand même pillé un petit peu Cuba. Ils se sont rattrapés par la suite parce qu'ils ont créé, quand ils ont fait la salsa, ils ont créé quand même leurs produits avec les portoricains. Donc on s'est éloigné de Cuba. Mais à la base, ça vient vraiment de Cuba. Et ce qui est génial, c'est que Cuba a su riposter avec la timba. Ça, c'est assez magnifique aussi. Mais la timba, c'était la revanche de Cuba sur toutes ces années de vol et de pillage. Donc, très intéressant. Après, aujourd'hui, je pense qu'il va contrebalancer aussi, c'est justement le fait de diffuser ces connaissances-là et cette histoire-là. Exactement. Et moi, en fait, voilà, j'ai fait ces recherches-là. En fait, j'ai écrit le livre que j'aurais aimé lire, pardon. J'aurais aimé lire quand j'ai commencé, parce que souvent, on est perdu dans le méandre des styles, salsa on two, on one, le son, la rumba, on sait pas, en fait. Et je me suis dit, voilà, je vais essayer de condenser tout ça, donc d'étudier ça, parce que c'est un vrai travail documentaire, on va chercher les sources, etc. Beaucoup de textes en espagnol, en anglais. Et en France, on a très peu d'infos, en fait. Très peu d'infos. On utilise les mots comme ça à tout va, mambo, salsa portoricaine. Mais voilà, par exemple, la salsa portoricaine, ça ne veut rien dire. C'est un mot typiquement français, par exemple. Oui, c'est un abus de langage. Exactement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses en France. On n'est pas au courant de beaucoup de choses. Et moi, grâce à mes voyages, j'ai pas eu une révélation comme ça, mais c'est mes voyages, c'est aussi beaucoup de recherches.
voilà, j'ai pu trouver quand même quelques infos importantes dans ces infos-là. Et le plus important et le plus beau, c'est de se dire qu'en fait, le mambo, à l'origine, c'est le partage, c'est la conversation. Avec l'autre, avec soi, avec les dieux, ce qu'on veut, mais c'est la conversation. Donc, en fait, quand on danse... ça donne encore plus de valeur exactement. à ce mot. C'est très beau. Quand on danse, on converse, on discute avec quelqu'un. Oui, ça permet aussi de revenir à cette intention-là. Exactement. Qui parfois s'oublie sur la piste, qui peut s'oublier. Exactement. Souvent, les gens veulent faire des passes, veulent remplir la danse, alors qu'en fait, il suffit juste de dialoguer avec l'autre, d'être dans le partage. Et moi, quand j'ai commencé à danser, c'est ce qui m'a fasciné. Dans le social, c'est ce partage, cette danse-là, cette sensibilité au partage qu'il y a dans la salsa portoricaine, comme on dit en France, qui est étonnante et qui est beaucoup plus forte qu'en salsa cubaine, je trouve. Après ça, c'est mon opinion. Il y a une connexion qui est vraiment presque, je dirais, des fois spirituelle dans le mambo new-yorkais, qui est vraiment étonnante. C'est ce qui fait sa beauté. Est-ce qu'on peut revenir, tout à l'heure, tu parlais du mambo comme un moment de la musique. Tout à fait. Est-ce que ça, tu peux le détailler un petit peu ? Alors, le mambo comme moment de la musique, en fait, c'est le moment d'unisson entre tous les musiciens. En fait, souvent dans les morceaux, il y a une progression. Si on regarde, il y a une progression dans les morceaux. Donc, ça commence généralement par une introduction. Ensuite, on a ce qu'on appelle le verso. Donc, c'est en français, on pourrait le traduire par le couplet, si on veut. Ensuite, on a ce qu'on appelle le montuno. Donc, montuno, pareil, c'est un terme générique. On le retrouve dans plein de trucs. Faudrait faire une séance aussi sur le montuno. En tout cas, dans la partie de la musique, il y a une partie montuno. Montuno, c'est quoi ? C'est les montagnes. Donc, c'est, si tu veux, les variations rythmiques qui entrent dans la musique. Donc, souvent, il y a l'entrée de la campana, la cloche, qui vient vraiment syncoper la musique. Donc ça, c'est généralement ce qu'on appelle le montuno. C'est un moment de saveur musicale qui est quand même très présente. Et ensuite, généralement, alors, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'ordre défini. Ça peut être au choix, il n'y a pas selon un les schéma morceaux. précis. Voilà, exactement. Mais généralement, après, on a ce qu'on appelle le mambo. Et le mambo, c'est quoi ? C'est la partie où finalement, tous les musiciens se lâchent. À l'origine, c'est ça. C'est le chanteur, le sonero ou le soliste qui crie mambo. Tout le monde joue à l'unisson. Les trompettes entrent, voilà, la cloche s'accentue, les percussions aussi. C'est une sorte de catharsis de tous les musiciens ensemble. Et d'ailleurs, il y a d'autres mots pour le signifier. Par exemple, Celia Cruz, elle parlait d'azúcar. Elle criait tout le temps azúcar. C'est un synonyme du mambo. Et même Arsenio Rodriguez, il utilisait à la base le mot diablo. Et il l'a transformé en mambo parce que ça offusquait l'autorité catholique. D'accord. Ah, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Comment ça peut évoluer. Et ça, il en parle aussi. Il y a des interviews, c'est vérifiable. Et il en parle où il raconte que à la base, il criait diablo, diablo. Les Espagnols... les Espagnols, les Américains, les Européens, d'une certaine manière, étaient un peu choqués par cet appel au diable. Donc, du coup, il a changé le mot en mambo. Il l'a pas inventé, c'est un mot qui existait déjà, comme on l'a dit, mais c'est un mot qui sonnait bien. Voilà, il a utilisé le mot mambo, et donc le mot mambo, c'est une sorte de symphonie générale de tous les instruments. Voilà. Et puis après, généralement, on a aussi la descarga, donc ça aussi, c'est une autre partie de la musique, et là, c'est plutôt un solo d'un instrument, etc. Donc voilà, on a différentes parties, et le mambo en tant que partie musicale, ça n'a rien à voir, par exemple, avec le mambo en tant que genre musical, ou le mambo en tant que danse. Donc, il faut vraiment savoir de quoi on parle. Et il y aurait aussi le rythme, ça c'est encore autre chose, le rythme de mambo, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est très complexe. Et on a le même problème avec le mot montuno. Le son montuno, ce n'est pas le montuno en tant que partie de la musique. La musique, la danse, c'est beaucoup de tradition orale, en tout cas de transmission dans le mouvement, etc. Enfin, on comprend ce flou-là aussi parce que finalement, il y a peu de transmission très carré, c'est assez vite soumis à interprétation aussi, je trouve. Exactement. Et donc, au fil des années, on peut imaginer que tout ça, c'est un petit peu flouté. Tout s'est perdu parce que les traditions africaines, ce sont des traditions orales. Ils ont beaucoup moins cette culture de l'écrit. En fait, si on peut savoir tout ça, paradoxalement, c'est grâce aux colons. Parce que c'est eux qui ont écrit. C'est eux qui ils ont colonisé Cuba, ils en ont fait un objet d'étude, et ils ont écrit, ils ont pensé dessus. Et aujourd'hui, c'est ces textes qu'on lit, étonnamment. Mais si on s'était fié uniquement aux traditions africaines, ça aurait été compliqué parce que ça se transmet de père en fils dans les familles. Mais avec le monde moderne, ça se perd beaucoup. Donc, c'est assez fragile, ouais. C'est assez fragile et maintenir cet équilibre est compliqué, ouais. Est-ce que toi, dans tes cours, tu arrives à en parler un peu ?
Alors là, en ce moment, je fais une formation. Par exemple, voilà, tous les lundis, je suis en formation, on va dire professionnelle pour les gens qui veulent se professionnaliser en tant que danseur, aller chercher un peu plus loin. Et je parle de tout ça. Je retrace vraiment. Je retrace depuis le son jusqu'à la salsa on two de Torres, et c'est intéressant parce que Torres, il est allé chercher là-dedans aussi beaucoup. Et donc, j'essaie d'expliquer ce cheminement qui évidemment reste incomplet parce que on n'a pas toutes les informations, mais il y a quand même des éléments solides. Ce dont je t'ai parlé, c'est des choses qui sont vérifiables, qu'on peut aller voir, qui sont présents dans des livres d'études. Donc oui, j'essaye. C'est assez récent parce que même moi, pendant des années, j'ai dansé sans savoir tout ça et j'en avais pas besoin. On peut tout à fait danser, oui, c'est sûr. s'amuser sans avoir besoin. Mais je pense que quand on sait ça, il y a quand même quelque chose dans notre danse qui change. Parce que on se rend compte d'où ça vient, on comprend d'où on vient en tant que danseur, et donc il y a une conscientisation de ce phénomène-là qui fait que on danse un peu différemment en fait. Et ça, c'est super intéressant. Puis je trouve aussi que la passion évolue différemment en fonction quand on danse depuis plusieurs années. Il peut y avoir cette phase où on écume les festivals, après cette phase où on va aller chercher peut-être à compléter la danse avec d'autres styles. Exactement. Là, toi, tu as fait des recherches pour un livre. Moi, tout le monde connaît un petit peu ce cheminement où on a envie de manger, on a envie vraiment de se remplir de danse non-stop, aller dans les festivals, danser pendant 7 heures. Au début, c'est comme ça et c'est très bien. Et petit à petit, on se forge une expérience, une technique. Et puis, souvent, après, on a envie de dire, mais pourquoi je danse comme ça? D'où ça vient? Alors, tout le monde n'a pas forcément ce cheminement et je le respecte. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu à un moment donné cette envie de me dire, mais je suis qui, moi, en tant que danseur? Je viens d'où? Et donc, c'est comme ça aussi que j'ai commencé ce travail et on a un peu tendance à l'oublier, quoi. C'est vrai qu'on danse, on applique. Où est l'essence de la chose? Souvent, on sait pas trop. C'est une question que je pose parfois aux profs de danse. En fait, c'est difficile de trouver l'équilibre dans un cours de danse entre est-ce que déjà les gens, les adhérents, les élèves viennent apprendre. Parfois, c'est juste de la danse et il y en a certains parmi eux qui aimeraient avoir plus d'informations et en même temps, on est là pour donner un cours de danse et 1 heure, ça passe toujours très vite. Ah oui, et du coup, c'est difficile. Et puis, on peut pas dire ça des débutants. Oui, bien sûr. En fait, le débutant, il n'attend pas ça. Il attend d'avoir un vocabulaire. Il a besoin de se frotter à la piste de danse directement. Donc, on peut pas lui dire, mais tu sais, le mambo, ça veut dire ça. Non. Il faut danser et c'est normal. Mais je pense que quand on commence à avoir de la bouteille, comme on dit, on se pose ces questions. Et je pense que n'importe quel danseur s'est dit, mais en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un très très bon niveau. Mais si on leur pose la question, mais c'est quoi le mambo? Et souvent, ils vont être pris de court parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile à définir. C'est un bon exercice des fois de se dire, mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je sais même pas ce que ça veut dire. Tu vois? Et c'est intéressant. On danse parce qu'on applique des schémas qu'on a appris dans des cours, mais on sait pas d'où ça vient. On sait pas ce que ça veut dire. Et il y a certains mouvements, on saura jamais. Parce qu'il y a des mouvements, on sait pas trop d'où ça vient, qui a été le premier, on saura jamais qui a été le premier à faire ce mouvement, etc. Mais au moins avoir une trame un peu globale de l'histoire de la salsa, du mambo, ça nous permet en tant que danseur d'être plus fort, je pense, d'être plus fort dans notre danse, d'être plus affirmé dans notre danse. Et puis en tant que professeur, c'est essentiel. Et ça se perd énormément. Parce que comme je te disais, quand tu m'as contacté pour faire ce podcast, je pense que le problème, c'est que tout le monde interprète à sa sauce. Et donc du coup, on sait plus. Parce que on va avoir une définition de quelqu'un, puis un autre va dire ah non, mais c'est pas ça, c'est ça. Puis il y en a un autre qui va dire c'est ça. Et au final, elle est où la vérité? On refait une tradition orale sur quelque chose qui ne devrait pas être oral, en fait. On recalque une tradition orale, mais qui n'a rien de familial, parce que les gens prennent les infos sur le net, les gens vont sur Wikipédia, et après ils répètent ça dans les cours, etc. C'est dangereux. Je pense qu'il faut vraiment essayer d'aller chercher l'information. Alors, c'est pas facile, c'est vrai. Mais en tant que professeur, je pense que c'est un devoir. Et justement, là, il y a ton livre qui vient de sortir. Ouais. En dehors de ça, quelle source tu conseillerais justement pour des gens qui aimeraient aller chercher des informations? Comment on s'y prend? Des sources bibliographiques ou des sources autres que les livres? Peu importe. Livres, vidéos, audio. Comment on fait en fait pour accéder à ce genre d'informations d'une manière la plus fiable possible? Il faut aller en bibliothèque. Moi, j'ai fait ce travail universitaire.
Okay. Si vraiment on veut creuser le sujet, il faut faire un travail universitaire. C'est vrai que j'ai pu le faire parce que j'ai une formation universitaire, ce qui n'est pas forcément facile parce que quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude, pas évident. Mais voilà, si on veut vraiment creuser, on peut aller lire tous les classiques. Voilà, il y a des auteurs qui sont très connus comme Alejo Carpentier, qui a beaucoup écrit sur Cuba. Fernando Ortiz, qui est considéré comme aussi un peu le père de ce qu'on appelle l'afro-cubanisme. Donc, c'est lui qui a vraiment étudié toutes ces questions typiquement cubaines, afro-cubaines. Beaucoup travaillé aussi, on n'en a pas parlé, mais les danses afro-cubaines, que ce soit Yoruba, Congo, c'est hyper intéressant si on vient de là d'une certaine manière. Et ça, il faudrait aussi en parler parce que ça s'est mis dans ce qu'on danse aujourd'hui. Aujourd'hui, on est encore plus là-dedans avec la fusion. Tout le monde met de l'afro partout. Et au final, ça revient à une sorte de retour de bâton de l'origine et c'est hyper intéressant. Donc, on peut aller travailler ça. Voilà. Après, les professeurs, mais des professeurs, voilà, des professeurs cubains, il faut sans doute aller à Cuba. Il y a beaucoup de connaissances là-bas. On peut aller questionner des gens qui sont vieux, hein. Et c'est important si on veut vraiment aller chercher des informations, pas trop tarder, parce que ces gens-là, ils meurent, hein, comme tout le monde, et il y a beaucoup d'informations qui se perdent parce que c'est pas des gens qui ont écrit, c'est des gens qui ont une connaissance expérimentale très profonde, qui ont connu des époques. Et ces gens-là, quand ils disparaissent, ils emportent tout avec eux. Et si on veut, si on veut maintenir cette tradition, il faut aller sur les lieux. À New York aussi, hein, à New York, il y a énormément il y a encore des danseurs du Palladium. Il y en a plus beaucoup, mais il y en a encore quelques-uns qui sont vivants et qui savent tout. Qui peuvent partager. Qui peuvent partager, etc. Au Mexique aussi, il y a beaucoup. Il faut savoir que le Mexique a une histoire très, très riche pour la salsa, très importante pour la salsa. Il y a eu vraiment des échanges. Et d'ailleurs, pour revenir au mambo, un des grands du mambo, c'est Pérez Prado. Et Pérez Prado, il a émigré au Mexique dans ses premières années. Donc, le Mexique a été empreint du mambo dans sa forme première de manière très, très forte. Donc, au Mexique, il y a beaucoup aussi de choses à aller voir. Il y a beaucoup de gens qui ont des connaissances. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses en y allant. Et ma question, c'était aussi, est-ce que tu as, je sais pas, donc là, on a parlé des ressources universitaires, de ce que tu peux faire en voyage, des pays, etc. Est-ce que tu as je sais pas, un site ou une chaîne YouTube ou une radio, il y a beaucoup de vidéos, mais le problème, c'est que ça fonctionne par mots-clés. C'est-à-dire qu'on peut aller voir des vidéos, mais si on tape mambo sur YouTube, c'est très compliqué parce que, en fait, comme le mambo, c'est à la fois une danse, un genre, tout ce qu'on a dit. Et certaines chansons. Exactement. YouTube, il comprend pas non plus. Il sort tout d'un coup. Donc, il faut vraiment, par exemple, si on tape mambo cubano, déjà, on va commencer à. En tout cas, il peut y avoir des ressources intéressantes sur YouTube. Tout à fait. Ah oui, il suffit beaucoup de vidéos. Il faut avoir les bons mots-clés. Il faut avoir les bons mots-clés, il faut avoir il faut vraiment avoir les noms, éventuellement, des acteurs. Si on veut aller écouter du Pérez Prado, on va écouter Pérez Prado, mais c'est pas en tapant mambo forcément qu'on va tomber sur Pérez Prado. Donc c'est ça qui est compliqué. Pareil pour le son. Le son, c'est très compliqué parce que le son aujourd'hui, on a des centaines de vidéos de danseurs de son et on sait plus quel est le son traditionnel, quel est le son fusion, quel est le son. Enfin voilà, c'est très compliqué et on se perd. Hein. Moi, je me perds des fois. Et je me suis perdu des dizaines de fois dans ce livre aussi à me dire mais attends, ça c'est quel son, etc. Et qu'est-ce qui danse. Voilà, c'est très compliqué, c'est très compliqué. C'est un vrai travail documentaire, de journalistique important, mais qu'il faut faire. Et je pense que la force du livre, c'est que il est fait par un danseur. Parce qu'il existe, il y a des livres en français, mais souvent c'est des musicologues, c'est des gens qui sont beaucoup dans la théorie. Le fait que moi j'ai cette expérience de terrain, je pense que ça a apporté aussi un petit plus, tu vois, dans le livre. Mais j'ai hâte, voilà. moi, de le découvrir. Et avec plaisir. J'ai une dernière question pour toi, alors, Timothée. Dis-moi. C'est quoi la place de la salsa dans ta vie aujourd'hui ? Place très importante, hein. Disons que là, pendant les 10 dernières années, je me suis vraiment concentré là-dessus. J'ai connu différentes phases. Et c'est très important d'ailleurs pour écrire quelque chose comme ça, il faut être passionné parce que sinon on n'y arrive pas. Donc non, je suis vraiment passionné et des fois ça me surprend aussi parce que moi c'est vrai que je viens pas de ce milieu-là à la base. Je viens pas du tout du milieu de la danse.
justement, moi, je viens plutôt d'un milieu plus universitaire. Voilà, j'ai fait des études en sciences humaines, en philosophie, etc. Donc, je suis très cérébral comme personne à la base. Et j'ai dû switcher vers le corporel, tout en gardant un petit peu de ce moi que j'avais avant. Et du coup, j'ai dû équilibrer un petit peu ces deux choses. Alors, de temps en temps, j'ai basculé un peu trop dans le corporel et j'ai senti que je me suis perdu aussi. Et c'est pour ça que ce livre, il est très important pour moi parce que c'est un retour aussi à ce que je suis. C'est la fusion de tes deux mondes. Exactement. Et en fait, les gens vont me connaître beaucoup plus intimement, personnellement, en me lisant qu'en me regardant danser, en réalité, parce que ça, voilà, c'est vraiment moi, c'est mon écriture, c'est ma sensibilité. Et au final, voilà, c'est ce que je suis, beaucoup plus que sur le dance floor où on est un acteur au final. On prétend être quelqu'un qu'on n'est pas forcément dans la vraie vie. Voilà, ça m'a permis de renouer un petit peu avec cet ancien moi que j'ai peut-être perdu au fil des années parce que voilà, c'est un milieu qui est très artificiel en réalité, hein, le milieu de la danse latine. Il faut toujours un peu prétendre, faire semblant pour impressionner une audience. Voilà. Donc c'est pas toujours facile, ouais. Surtout quand on n'a pas ça dans le sang, quand on n'a pas grandi dans cette culture-là, c'est difficile de trouver le bon dosage équilibre dans sa danse, l'équilibre. C'est assez difficile, c'est un cheminement et je travaille encore pour ça. Et, je dis toujours à mes danseurs voilà, dans ma team que c'est un juste milieu. Il faut aller trouver un juste milieu et c'est très compliqué. C'est très compliqué surtout quand... C'est très intéressant aussi. Ouais, très intéressant, mais c'est très compliqué quand on a été autodidacte, comme moi je l'ai été. Bon, après j'ai pris des cours, mais c'est très dur parce que il nous manque un élément essentiel que les gens natifs ont, que nous on n'a pas forcément, une forme de lâcher prise un petit peu qui chez nous est très contrôlée. On a du mal sur le dance floor à libérer, quoi. En tout cas, voilà, ce livre, je pourrais dire que ça me permet de renouer un petit peu avec moi-même. Et si les gens veulent aussi me connaître un peu en dehors de la danse, peut-être qu'ils vont découvrir des choses, certains avis personnels, parce qu'il y a aussi des petites choses sur lesquelles je donne mon avis à l'intérieur de la danse et de l'histoire. Donc voilà. Merci Timothée. De rien, merci à toi de m'avoir invité. Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Moi c'est Manon, et la semaine prochaine, je t'emmène à la rencontre de Anita pour parler salsa cubaine et portoricaine. En attendant, n'hésite pas à partager cet épisode et à rejoindre Mosaïque Salsa sur Instagram. À lundi prochain.